Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Médion TV pour un nouveau numéro de votre émission Sport Time. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce week-end très sportif, un week-end fou marqué par de très belles affiches avec le Wydad Athletic Club de Casablanca qui a remporté la finale retour de la Ligue des champions africaine face à Al Ahly. 25 ans après, le Wydad décroche son deuxième sacre. Nous irons également au Gabon où une délégation de la Confédération africaine de handball vient de boucler une mission de 2 jours à Libreville, le Gabon qui se prépare à accueillir la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Pour parler de tout cela, nous sommes sur ce plateau de Sport Time avec notre invité Papa Atou Diao. Papa Atou, vous êtes journaliste sportif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Merci Papa Atou. Nous allons parler de ce match samedi 4 novembre 2017, un grand jour pour le football marocain. 25 ans après, revoilà le Wydad Athletic Club de Casablanca sur le toit de l'Afrique. Après leur triomphe en 92 et leur échec en 2011, les Marocains ont remporté la Ligue des champions africaine pour la seconde fois de leur histoire en dominant Al Ahly 1-0 en finale retour, une semaine après avoir assuré le match nul, un but partout en Égypte à l'aller. C'est dans un complexe Mohamed V à guichet fermé. Les Rouges et Blancs de Casablanca avaient du mal à dérouler leur rencontre. Il a donc fallu attendre à la 69e minute pour libérer les supporters marocains. Un but magnifique que nous allons découvrir. C'était lorsque l'inévitable Ben Sharki qui est là. Ben Sharki qui dépose Saïd pour centrer et de loin. El Karti surgit de la tête pour ouvrir le score. El Karti qui est parti célébrer ce magnifique but devant des supporters déchaînés. Je vous laisse revivre cette ambiance folle avec ces images. Sinamouta qui est là. C'est là, Sinamouta. Papa Atou, 25 ans après, le Wydad soulève ce trophée. Oui, son premier trophée remonte à 1992, donc 25 ans après. Le Wydad obtient son second sacre face à Al Ahly, qui est quand même l'équipe la plus titrée en Afrique, avec 8 trophées, dont le dernier remonte d'ailleurs en 2013. Donc, à l'aller, ils ont assuré l'essentiel, c'est-à-dire obtenir un match nul en Égypte sur le score de 1 but partout. Alors, au retour, il est vrai que le début était un petit peu poussif, mais quand on a 45 000 supporters derrière soi qui poussent, donc le Wydad a fini par trouver le chemin des filets par cette tête que nous avons vue tout à l'heure. Alors là, l'équipe a pu décrocher son second sacre, ce qui fait le bonheur des supporters du Wydad. Alors, comment avez-vous vu Ben Sharki? Ben Sharki qui, d'ailleurs, je le rappelle, a été sélectionné pour ce match que le Maroc doit disputer face à la Côte d'Ivoire. Alors, c'est une opportunité qu'il a pu saisir. Alors, je pense que ça fait le bonheur d'Hervé Renard parce que l'équipe a devant elle un match décisif face à la Côte d'Ivoire. Il ne leur manque qu'un seul point. Et je pense que des joueurs comme Ben Sharki peuvent vraiment aider le Maroc à décrocher leur ticket pour se rendre en Russie. Quand on l'a vu lors de ce match, il était présent partout. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine de ce but marqué par El Karti. Si, absolument. Il a pu puiser autour dans ses tripes pour pouvoir marquer ce but qui est vraiment important pour cette équipe qui a pu obtenir son second sacre. Et voilà, ce genre de joueurs sont vraiment importants, surtout quand on se prépare à affronter une équipe comme la Côte d'Ivoire qui est certes en fin de cycle, mais qui reste dangereuse pour le Maroc. Donc ça fait le bonheur des supporters du Wydad, mais également c'est de bon augure pour le Maroc et tous les Marocains de façon générale. En tout cas, après leur victoire, les Wydadis ont reçu des félicitations royales. Le roi Mohamed VI leur a adressé un message de félicitations. Dans ce message, le souverain souhaite à l'équipe et au public encourage encore davantage d'exploits sportifs. Le roi a également félicité l'ensemble du staff du club du Wydad, joueurs, entraîneurs et dirigeants, ainsi que les cadres techniques, administratifs et médicaux pour leur précieuse contribution
participation à cette grande consécration africaine à travers laquelle les joueurs ont fait preuve d'un remarquable esprit combatif et d'une prestation de haut niveau. Après cette belle victoire du Wydad, la nuit a été belle au Maroc. Les supporters ont laissé exploser leur joie dans les rues des villes marocaines. Nos reporters vous font revivre cette ambiance folle. Dès le coup de sifflet final, cris de joie et coups de klaxon ont retenti à travers les principales artères de la métropole marocaine. Pour la première fois depuis 1992, le Wydad Casablanca a remporté la finale retour de la Champions League africaine contre le club égyptien Al Ahly. Privé de son joueur phare Mohamed Ounajem, le Wydad a tout de même réussi à s'imposer 1-0 grâce à un but de Walid El-Karti à la 69e minute, délivrant ainsi tous les supporters. Le Wydad m'a donné le plus beau cadeau du monde. Ils ont joué, ils se sont battus comme des lions et ils ont rendu tous les Marocains heureux. C'est la joie des Kazaouis, mais aussi de tous les Marocains. C'est un signe positif pour les autres compétitions. J'espère vraiment que le 11 novembre, on va se qualifier pour la Coupe du Monde. Pas moins de 45 000 supporters se sont réunis à Casablanca, dans l'enceinte du stade Mohamed V. Et les forces de l'ordre se sont déployées en masse pour canaliser au mieux les fans des Rouges et Blancs. De nouveau sur le toit de l'Afrique, le champion du Maroc a pu exulter. Aucun club du royaume africain n'avait soulevé la Coupe africaine depuis 1999 et la victoire du Raja Casablanca, grand rival du Wydad. Vous l'avez vu, tous les moyens étaient bons pour célébrer cette victoire qui permet au Wydad de remporter son 12e trophée continental. Et cette précieuse coupe de la Ligue des champions africaine était dans les studios de Médion TV dans le cadre de l'émission hebdomadaire Le Match. Jalal Bouzrara et ses chroniqueurs ont reçu le coach des Rouges et Blancs, Sine Amouta, et deux joueurs clés du Wydad Athletic Club de Casablanca, en l'occurrence Zouhair Laroubi et Abdelatif Noussaïr, une émission pendant laquelle la victoire du Wydad a été fêtée comme il se doit. Après 25 ans d'attente, le Wydad Athletic Club de Casablanca est nouveau sur le toit de l'Afrique et sous tout le Maroc qui a laissé exploser sa joie. الفريق لي كارطون لان معايا واحد جوج مشاغبين كبار لكن اليوم يوم الحفل اللوحوا لي Papa Atou, la victoire est belle. Les supporters marocains viennent de vivre des heures inoubliables. L'équipe de football marocaine doit affronter la Côte d'Ivoire, on le disait tout à l'heure, dans le groupe C. Après le Wydad Athletic Club de Casablanca, les Marocains doivent beaucoup attendre de l'équipe nationale. Absolument, c'est normal. D'ailleurs, comme je l'avais dit tout à l'heure, il ne leur reste qu'un seul point pour décrocher leur ticket qui va leur permettre de se qualifier en Russie. Alors, c'est accessible parce qu'aujourd'hui, ils peuvent le faire. Avec cette équipe qui a montré de bonnes choses face au Gabon, alors l'équipe était quasiment irréprochable. Donc, on a senti la patte d'Hervé Renard. Hervé Renard, même qui connaît cette équipe de Côte d'Ivoire pour l'avoir entraîné, d'ailleurs qui était à la tête de l'équipe qui a remporté la CAN, la dernière CAN, la seule, l'unique, non, la deuxième CAN que la Côte d'Ivoire a remportée. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs le buteur a été sélectionné par Hervé Renard. Donc, je pense que cette qualification est à la portée du Maroc. Un seul point, c'est faisable. D'autant plus que la Côte d'Ivoire est une équipe en reconstruction, en fin de cycle, alors qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est tout le contraire du Maroc qui est aujourd'hui en train de se lancer, donc qui est prêt pour la Russie. Les Lions de l'Atlas affrontent les éléphants de Côte d'Ivoire au stade Footboigny ce samedi lors du dernier match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018 en Russie. Nous allons toujours parler foot, mais cette fois-ci dans les stades européens. D'abord en Ligue 1 avec cette victoire de l'Olympique lyonnais face à Saint-Etienne. 5-0. Lyon en pleine confiance s'est imposé dans le 115e derby aux dépens d'une
faible équipe de Saint-Etienne dimanche au stade Geoffroy Guichard dans un match de la deuxième journée de la Ligue 1 disputé dans une ambiance détestable. Oui, en infériorité numérique, les Stéphanois ont fini par se déliter avant que Fekir, après avoir marqué le 5e but à la 85e minute, ne provoque inutilement en montrant son maillot, un geste qui a entraîné l'envahissement du terrain par les supporters pour une seconde interruption du match et l'intervention des forces de police entre les fumigènes et l'envahissement de la pelouse. Saint-Etienne, souvent sanctionné pour le comportement des six ultras, risque une lourde sanction. Le match s'est conclu dans un stade quasiment déserte. Papa Atou, on peut dire qu'avec ce geste de Fekir, c'est le maillot de la discorde. Le maillot de la discorde, bon, je ne dirais pas trop parce que pour moi, ici, c'est l'irresponsabilité des supporters stéphanois qu'on devrait pointer du doigt. Pas le fait que Fekir ait exhibé son maillot, ça se fait, on l'a vu dans d'autres championnats. Messi l'a fait. Messi l'a fait, Cristiano Ronaldo aussi l'a fait dans un derby. Donc, même Mauro Icardi aussi l'a fait en Italie. C'est quelque chose, bon, je dirais que c'est à la limite à la mode. Donc, je pense qu'en France, on devrait plus sanctionner les supporters, les ultras, qui aujourd'hui, si on les laisse faire continuer dans ce sens, on aura de l'hooliganisme en France. Aujourd'hui, en Angleterre, ces types de comportements sont lourdement sanctionnés. L'autre jour, c'est un supporter qui a jeté un sachet d'urine sur le terrain, mais il a été banni à vie. Pourquoi pas, on ne devrait pas aussi sanctionner ce genre de comportement de supporter, d'autant plus que Fekir, il n'a pas insulté les gens, il n'a rien fait de déplacé, juste exhiber son maillot. Pour moi, ce n'est pas de la provocation, c'est juste une façon de célébrer son but, une façon comme une autre. En tout cas, la commission de la discipline de la Ligue de football professionnel va ouvrir jeudi 9 novembre une instruction pour déterminer les sanctions. Le panel est large, lourde, amende, huis clos, bien huis clos avec sursis, fermeture d'une tribune, voire suspension du stade. Maintenant, nous allons faire un tour en Premier League. La 11e journée de Premier League proposait deux affiches alléchantes ce dimanche avec City Arsenal et Chelsea Manchester United. Qui va arrêter les Citizens intraitables en Premier League? Manchester City n'a eu aucun souci à battre Arsenal. 3-1 dimanche en Premier League. Et Kevin De Bruyne a ainsi ouvert le score du gauche en profitant de la passivité du gardien. À présent, il s'agit plutôt du match de Chelsea. Papa Atou, les Citizens, on l'a vu durant cette journée de Premier League, les Citizens ont de nouveau démontré cette maîtrise collective propre à leur entraîneur. Ah oui, actuellement, on peut dire que c'est la meilleure équipe d'Europe pour le moment parce qu'aujourd'hui, elle démontre sa classe, sa puissance et sur le terrain. Aujourd'hui, Arsenal, bien vrai qu'ils ont tenté, les joueurs ont tenté, c'était un bon match plaisant, mais ils n'ont pas pu faire le poids face à la machine qu'est Manchester City. Aujourd'hui, ils ont de jeunes joueurs qui sont talentueux. Je pense à Leroy Sané ou à Gabriel Jesus. Ce sont de bons joueurs aujourd'hui qui sont dans un collectif vraiment qui démontre sa classe, qui continue de caracoler en tête du championnat de la Premier League. Je rappelle qu'ils sont toujours invaincus depuis le début. Donc aujourd'hui, c'est une machine de guerre qui vraiment va faire mal cette année. On a vu également sur les images qui viennent de passer le match entre Chelsea et Manchester United. Chelsea qui a pu venir à bout de Man U, 1-0. Oui, le Chelsea de N'Golo Kanté a pu venir à bout, oui, qui signe son retour. Alors c'est un retour réussi parce qu'on a vu le Chelsea sans N'Golo Kanté, ce que ça a donné. Donc aujourd'hui, c'est de bon augure, c'est une bonne chose pour Chelsea qui s'est imposé face à Manchester United de José Mourinho. C'est vrai que c'est sur le plus petit des scores 1-0, mais c'est quand même 3 points
qui sont précieux, étant donné que Manchester City avait déjà remporté son match face à Arsenal. Donc là, c'est une bonne chose. 3 points, but marqué par Morata. Que dire de plus? En tout cas, on a vu que N'Golo Kanté était présent durant ce match et il a très bien signé son retour. Absolument, on a senti l'impact de N'Golo Kanté sur Chelsea. D'ailleurs, quand il n'était pas là, voilà, on voyait que l'équipe piétinait, mais aujourd'hui, on a senti sa patte au niveau du milieu. Alors, ça a impacté sur le résultat final. Surtout en ce qui concerne la récupération du ballon. Absolument, au niveau de la récupération, tout le monde connaît la capacité de N'Golo Kanté. Hein. Tout le monde sait que c'est quelqu'un qui est présent partout, comme on le dit. Hein. Quand tu te tournes, tu revois N'Golo Kanté. Je pense que c'est Hazard qui le dit, que N'Golo Kanté, il est partout. Donc, c'est un joueur exceptionnel. Et là, en plus, il n'est pas encore à 100%. Il revient d'une blessure, donc quand il sera à 100%, j'aimerais bien voir ce que ça va donner. Il a bien signé son retour. Un autre qui a signé son retour ce samedi, c'est bien le Sénégalais Sadio Mané, titulaire samedi dernier en Premier League contre West Ham. Sadio a été décisif lors de la large victoire 4-1 des Reds avec 2 passes décisives. Sadio Mané s'est dit très heureux de retrouver la compétition à quelques jours de la double confrontation contre l'Afrique du Sud. L'attaquant des Lions de la Teranga affirme qu'il n'y a plus aucune excuse pour lui, car dit-il, il est prêt pour le match. Les protégés d'Aliou Cissé débutent aujourd'hui leur préparation à Paris avant de s'envoler en milieu de semaine pour l'Afrique du Sud. Papa Atou, ce retour de Sadio Mané a également fait du bien à Liverpool. Oui, c'est un retour vraiment retentissant parce qu'il a délivré 2 passes décisives à l'Égyptien Mohamed Salah, qui lui aussi est l'homme en forme de Liverpool, avec 15 buts marqués. Donc Sadio Mané, il est venu, on a vu son impact parce qu'on ne s'attendait pas qu'il soit sur pied à pareil moment, parce que sa blessure qu'il a contractée face au Cap-Vert avec l'équipe du Sénégal, on pensait qu'il serait éloigné des terrains pour 6 semaines. Alors il s'est remis plus vite que prévu de sa blessure, et là c'est une bonne chose pour Aliou Cissé qu'il avait convoqué pour cette double confrontation, et une convocation qui avait même suscité des interrogations aussi bien au niveau de la presse anglaise que sénégalaise, parce qu'on se demandait pourquoi sa sélection alors qu'il est blessé, alors peut-être qu'il ne sera pas à 100%, peut-être qu'il sera blessé de nouveau. Donc voilà, mais là on l'a vu, on l'a senti sur le terrain, il était là. D'ailleurs sur le deuxième but, il a été fauché, mais il s'est relevé, a repris le ballon, a donné la passe à Mohamed Salah qui aujourd'hui est en forme, donc a converti. On tourne à présent en Espagne pour parler de la 11e journée de la Liga, où l'invincibilité du Barça tient toujours, opposé au FC Séville dans un nou camp rythmé au Libertad, scandé par les supporters en référence au contexte politique. Le FC Barcelone a battu Séville samedi 2-1 et célébré ainsi de la plus belle des manières le 600e match de Messi sous ses couleurs, avec désormais 10 victoires en 11 matchs de championnat. Le Barça continue donc de mener grand train en tête, alors que Valence était revenu un peu plus tôt dans la journée à 1 point des Blaugrana. Le Real Madrid s'est rassuré après avoir enchaîné 2 défaites, s'imposant confortablement contre Las Palmas 3-0 à la maison. Crise ou pas, le Real se devait de réagir contre Las Palmas dimanche, sous peine de laisser Barcelone prendre une avance irrattrapable en tête de la Liga. À tout, le Real n'avait pas droit à l'erreur. Le Real n'avait pas droit à l'erreur, d'autant plus que c'était Las Palmas en face. C'était une équipe faible qui est en bas de tableau. Donc, il se devait de réagir parce que là, ça fait un moment que l'équipe piétine et qu'on se demande, qu'on se pose des questions. D'autant plus qu'il y a aussi l'artificier, le multiple ballon d'or Cristiano Ronaldo, qui aujourd'hui ne marque pas beaucoup, hein, qui est un petit peu à la traîne. Et il y a aussi Karim Benzema qui est muet devant les buts.
D'ailleurs, dans le match, on le sentait un petit peu nonchalant, mais voilà quoi, c'est une victoire qui fait du bien. Heureusement qu'au Real, on n'a pas que Cristiano Ronaldo, on n'a pas que Benzema. Il y a des jeunes comme Asensio, donc qui ont Isco, des jeunes talentueux qui ont pu donner la victoire ô combien précieuse au Real de Madrid pour rester dans la course au titre. En tout cas, Papa Toudiao, merci d'avoir accepté notre invitation sur Sport Time. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Retenez que Valence s'est offert une 7e victoire consécutive en championnat, un record dans l'histoire du club avec un succès sur les Ganais sous 3-0 samedi lors de la 11e journée. On va faire à présent un tour en Italie. On attendait beaucoup de cette 12e journée de cette Série A et on n'a pas été déçus. L'Inter et le Napoli se sont effectivement emmêlés les pinceaux et ont lâché d'importants points en route, tandis que la Juventus s'en sort sans briller. Les deux équipes ont été accrochées par Chievo et FC Torino. À l'extérieur, l'AS Roma a fait une démonstration de force décisive en s'imposant sur la pelouse de la Fiorentina, 4-2 dans le match le plus chaud de la semaine. La Sampdoria a logiquement remporté le derby de la Lanterna en se montrant bien plus cynique que des rossoblu, toujours trop tendres. Le plus grand succès chez les prétendants au maintien revient à Crotone qui réalise une surprise à l'extérieur en battant Bologne 3-2. La bouteille d'oxygène est enfin délivrée au Milan AC. Solide vainqueur en déplacement à Sassuolo, 2-0 pour conclure cet agréable week-end. Nous allons changer de discipline maintenant pour parler handball. Le Gabon avance progressivement vers les préparatifs de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. La délégation de la Confédération africaine de handball vient de boucler une mission de 2 jours à Libreville. Une fin de mission sur une note de satisfaction. Le tout couronné par le tirage au sort de l'épreuve qui mettra aux prises 10 sélections africaines en janvier 2018. Enfin, on fait le point avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze. Le joyau architectural devant abriter la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball, le voici. La visite guidée sur site par les officiels gabonais a permis à la délégation de la Confédération africaine de handball de s'assurer de la fiabilité de l'ouvrage en voie d'achèvement. Premier à lever les doutes qui planaient sur la capacité du Gabon à tenir son pari, le ministre des Sports. La manifestation se tiendra à date. Le 25 décembre ici, vous assisterez au match test. Chacun d'entre nous fait ce qu'il a à faire. Et nous connaissons le public gabonais, nous connaissons le public africain. Nous n'avons aucun doute que nous allons tous apprécier ce joyau que le président de la République met à la disposition de la jeunesse africaine. Déjà présente à Libreville au mois d'août dernier, une mission d'inspection de la CAB avait jugé satisfaisant le niveau d'avancement du chantier du Palais des Sports. Le président confédéral vient de s'en rendre compte lui-même. Nous sommes à un niveau d'exécution très avancé qui rassure. Je me ferai le porte-parole auprès des fédérations membres que tout se passe bien ici à Libreville et que la compétition se déroulera dans de très bonnes conditions. La date de livraison de l'infrastructure est donc prévue le 25 décembre prochain, suivi du match test le 15 janvier 2018. 10 équipes nationales prendront part à la 23e CAN senior hommes de handball. Le Gabon, l'Égypte, la Tunisie, l'Angola, l'Algérie, le Maroc, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Congo et le Nigeria. Le tirage au sort de l'épreuve a débouché sur la composition de 2 groupes logés dans le groupe A. Le pays hôte devra défier le Cameroun, l'Algérie et la Tunisie pour se qualifier pour le second tour. Aucune équipe ne vient ici pour être la plus faible. Toutes les équipes viennent ici pour gagner. Et je ne pense pas que l'équipe, le groupe dans lequel l'équipe du Gabon se trouve est un groupe facile. Vous rencontrez l'Égypte qui est tenant du titre
vous rencontrez le Cameroun, ce n'est pas une petite affaire. Le groupe B présage un combat des titans. Il est composé des meilleures équipes africaines de la discipline. Selon les statistiques officielles, outre l'Égypte, pays détenteur de 6 titres, se trouvent également l'Angola, la République démocratique du Congo, le Maroc et le Nigeria. Merci Ismaël. Nous restons au Gabon, mais cette fois-ci, nous allons quitter le handball pour nous rendre sur le tatami. Gabon-Wado, en stage de préparation inaugurale de la nouvelle saison sportive, la nouvelle association de karaté de Libreville forme ses membres aux techniques de base des combats. La séance supervisée par les formateurs de haut niveau s'est ouverte ce dimanche à Libreville, toujours avec notre correspondant Ismaël Obianze. C'est parti pour une saison sportive de longue durée pour cette association de karaté Wado. Un stage de remise en forme lance les activités de la structure, considérée par la fédération comme le bras séculier du déroulé de son agenda de l'année. C'est tout bénéf pour la fédération que cette association ait organisé aujourd'hui son entrée massive. Et je crois que c'est une valeur ajoutée au processus de vulgarisation du karaté que j'ai entrepris depuis mon positionnement au niveau de la tête de la fédération. En ligne de mire, stage et formation des formateurs pour les cadres, qui sera élargi aux différents clubs de l'association. Nous sommes à 9 clubs repartis sur le territoire national. Donc, nous sommes en train de faire l'implantation des antennes au niveau des provinces, et ça suit son bonhomme de chemin. Nous avons les contacts à l'extérieur, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est d'abord de faire ce qu'on est en train de faire dans le cadre de la politique de la fédération et du ministère des Sports. Parmi les entraîneurs du jour, l'ancien Premier ministre gabonais Raymond Donsima, 7e dans le karaté, il est venu enseigner aux stagiaires les techniques de base de la discipline. On doit travailler les bases, maîtriser les bases. Alors dans chaque style, la façon de faire les bases est spécifique, mais au fond, tout le monde a besoin de travailler ses bases. Donc puisque les bases sont la clé de tout le karaté, il est évident que quand on se mélange comme on est là, Shotokan, Wadoryu, Gojuryu, etc. Ça ne change rien. Chacun doit travailler fondamentalement les bases. Et la séance de début de saison a tout prévu. Pratique des techniques d'attaque et de défense isolées ou groupées, les katas, les kumités ou encore le combat entre deux adversaires. Au monde de tennis, maintenant, l'Américain Jack Sock a remporté le tournoi de Paris-Bercy, son premier titre en Masters 1000 aux dépens du qualifié serbe Filip Krajinovic, 77e en 3-7, 5-7, 6-4, 6-11 dimanche, obtenant au passage sa qualification pour le Masters. Comme pour l'autre, cette finale était la première de leur carrière en Masters 1000 à 25 ans pour Krajinovic, dont l'ascension a été freinée par des blessures à l'épaule puis au poignet. Il s'agissait même de sa toute première finale sur le circuit ATP. Victorieux après quasiment 2 heures de match, Sock est le premier Américain titré à Paris depuis André Agassi en 1999. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro de Sport Time. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique autant pour moi. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Médion TV Afrique.